Presque tout le monde connaît la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est bien connue par des photos ou par une propre visite. En vue de la culture historique, elle a une importance immense. Sa construction au XIIe et XIIIe siècle et même tous les changements ultérieurs sont un point de repère du développement du gothique, respectivement de son interprétation ultérieure. Elle est également au centre d'une nation entière et occupe une haute valeur symbolique loin de la France. Cela a été évident dans les nombreuses réactions à l'incendie catastrophique du 15 avril 2019. Cependant, les réactions ont également montré que peu de connaissances en vue de l'architecture et technique du bâtiment possède le grand public. Cette vidéo est un expériment d'analyser et d'expliquer la structure du bâtiment de Trite de 15 avril 2019 et de la bien comprendre en relation avec le déroulement de l'incendie. Les plafonds, ici de la grande nef, sont des voûtes ogives, chacune regroupée pour champ de façade en voûtes de 6 parties. Avant le montage de ces éléments de construction filigrane, cependant, la charpente du toit devait être érigée au-dessus. Un chef d'œuvre charpentier. Il était nécessaire de travailler à plus de 30 mètres de hauteur avec des solives d'une longueur de 15 mètres au-dessus de deux murs parallèles. La charpente du toit au-dessus de la grande nef du chœur était originaire de la première toiture au IIe et XIIIe siècle. Il était difficile de lancer la nef de 13 mètres de large en manière stable. Les chevrons posaient statiquement moins de problèmes que les tirants, qui devaient tenir ensemble le toit triangulaire médiéval vers l'écartement dessous. De telles poutres étaient trop courbées, ce qui a créé les premiers points de départ pour dites fermes triangulées. Auprès, le tirant va suspendu à un poinçon, lequel, dans un cas le plus simple, répartit le poids sur les chevrons dans le sens longitudinal au niveau de la crête, lesquels donnent le poids le plus loin aux emplacements de pieds de poteau. Il ne reste que le poids vertical sur la maçonnerie après déduction des forces horizontales supplémentaires. Décisif est la connexion en toute sécurité du poinçon de l'attraction. Ce plan montre un poinçon très massif dans l'abside de Notre-Dame de Paris. Dans la nef centrale, 3 poinçons ont été utilisés, un peu gênants, les plus extérieurs étant suspendus en trait retroussé central. Bien sûr, il ne suffisait pas de compter uniquement sur les chevrons, il fallait plutôt ajouter un triangle solive plus plat. Cependant, les fermes de charpente complètes ne venaient dans le sens longitudinal du toit que tous les 5e places, entre les ondits de chevrons fermés. Certaines de leurs forces ont été transférées vers les sablières au pied de chevrons et en partie sur les entrées retroussées. Les contreventements ont également été placés au-dessous de la sablière longitudinale. Les poinçons latéraux suspendus ont été partiellement élargis plus tard, reconnaissant probablement leurs petits avantages. Par exemple, il y avait une ferme de charpente originale et complète dans la nef centrale, juste avant la croisée de 37. Un laser-scan tridimensionnel du professeur André Talon montre le bon accord avec les plans du XIXe siècle. Plus intéressant est l'exécution astucieuse, mais quelquefois un peu incertaine des poinçons latéraux. Voici l'original. À gauche, en bas, vous trouverez l'un des nombreux passages de câbles acier percés dans la voûte au XIXe siècle. Voici la ferme de charpente déjà dite à vue de l'Est. Il y a 2 raidisseurs supplémentaires en face de l'original. Dans la direction longitudinale du toit, juste au nord du centre, passait un pont qui était placé sur le tirant. Au sud du centre, avec vue de l'ouest, il manquait tous les poinçons latéraux. Au nord, ils avaient été laissés pour le pont. Facilement reconnaissables, le raidisseur longitudinal et les connexions des poinçons latéraux du milieu. Rétrospectivement, une photographie très utile de la construction des architectes de l'atelier 32 montre la charpente du toit en coupe longitudinale. À droite, le mur de pignon à l'ouest avec la porte d'accès au comble. À gauche, la section de croisée de 37 modifiée dans le XIXe siècle, mais plus tard. Allons sur le toit du bâtiment, également construit à la même époque que le bâtiment principal. La partie droite était semblable à celle de la nef principale, mais pas identique à celle-ci. Le dessin du demi-cercle de l'abside était particulièrement impressionnant. Ici, tous les fonds en trait ont été très laborieusement dirigés radialement des chevrons vers un poinçon central. Elle était soutenue par 3 poutres obliques dans le sens longitudinal du toit sur une traverse légèrement ascendante. Cette image montre le niveau de faux entrées médian. Le niveau inférieur, visible ici, a été conçu en conséquence. À ce stade, il y avait un grand cabestan à commande manuelle dans le grenier avec une ration de transmission estimée à environ 1 par 40.
Cela vous permet de passer un câble d'acier dans la voûte de l'abside, par exemple pour relever le drapeau tricolore lors de la fête nationale. Il y avait des poulies de renvoi dans toute la charpente du toit afin que les câbles puissent également être abaissés à travers la voûte. Celui du milieu de la nef centrale était présumable lié à ce petit cabestan pied de tour de croisée. Voici la vue de l'abside sur la croisée de transept. Les passerelles latéralement ont guidé à une petite lucarne dans le toit. Dans le sens opposé, cette image montre l'état une plaine plus haute que les faux entrées inférieures. Ici, vous pouvez voir, comme sur d'autres images, les multiples assemblages à mi-bois ultérieurs de la charpente du toit qui représentent des réparations. L'image de la construction sous-mentionnée de l'atelier 32 le montre en détail dans la coupe transversale. Presque toutes les connexions entre les chevrons et les faux entrées ont été modifiées comme ça. Examinons maintenant le transept nord et sud. Ici, l'ossature du comble a été complètement remplacée entre 1844 et 1864 sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. La vue va de la recette du toit du transept nord au sud. À l'avant gauche, la passerelle transversale est visible, représentant un accès depuis une tour d'escalier. Une autre entrée était une image miroir dans le transept sud. Ici, nous allons exactement dans le sens opposé à la recette. Les nouvelles fermes de charpente du XIXe siècle étaient situées ici dans une distance beaucoup plus grande, car elles devaient correspondre à les palais de pont de la voûte par-dessous. Le raidissement longitudinal a eu lieu au-dessous du faîtage. Au sommet, les charpentes suggéraient une ferme à jambes de force dans laquelle un poinçon central répartissait la charge sur 2 points latéraux soutenus par des jambes de force venant en biais de dormants de voûte. Il y avait encore 2 poinçons suspendus. Tirants et faux entrées ont été doublés et ont pris les jambes de force et les poinçons au milieu, reliés par des vis. Ce plan montre la dernière ferme de charpente du transept au croisement avec un raidissement supplémentaire au milieu. L'avantage statique sur la charpente du toit médiéval est évident. Le déplacement de l'emplacement de pieds de poteau oblique sur la couronne murale en direction du culot de voûte. Dans le cas particulier de cette ferme de charpente, il n'y avait pas non plus de la ferme triangulée, mais une ferme à jambes de force. Les jambes de force supplémentaires ayant des emplacements de pieds de poteau aux poinçons aux côtés. Cela était possible parce que la poussée horizontale résultante était facilement absorbée par la nef centrale ou les murs du chœur. Un très bel aperçu de l'espace entre les charpentes et les voûtes, par exemple, était possible ici, aux limites du transept sud, où un escalier en bois menant de la tour d'escalier menait au niveau de la passerelle. La deuxième ferme de charpente à l'arrière-plan montre un assemblage de bois intéressant qui peut difficilement être remonté à une réparation ultérieure, mais qui a probablement été exécuté de la même manière. La charpente de toit était non seulement un toit, mais également une substruction pour la flèche. En vue statique, les connexions étaient même un peu au-delà de la croisée de transept, comme montré ici. La maçonnerie par-dessous est importante pour la compréhension de cette toiture. Voici un plan des voûtes dans lequel la position particulière de la croisée de transept devient claire. La une voûte d'ogive en 4 parties couvrait une zone d'environ 13 mètres sur 14 mètres dans un quadrilatère historiquement quelque peu irrégulier. Seuls 4 points de support étaient disponibles pour la charpente du toit dans cette zone. Néanmoins, ils avaient déjà risqué de construire une première flèche au IIIe siècle. Ce plan de la sous-construction montre déjà tous les éléments statiques importants nécessaires pour distribuer la charge sur les 4 points mentionnés. Cependant, au cours des siècles, la flèche a pêché des dommages causés par le vent, ce qui a rendu la structure peu rigide, probablement aussi pourrie. Elle a donc dû être démolie à la fin du XVIIIe siècle. Au cours des travaux de restauration effectués par Viollet-le-Duc vers 1860, une nouvelle seconde flèche est construite. Voici un plan ensemble en 2 parties de la sous-structure de ce nouveau la flèche. La croisée de transept était essentiellement tendue en diagonale. Un coup diagonal montre la structure complexe de la charpente qui a fusionné de manière transparente avec la tour. La charpente se rétrécissant progressivement vers le haut, elle atteint une continuité statique et cohérente jusqu'au sommet de la tour. Dans cette animation, j'ai rassemblé toutes les parties essentielles de la tour pour montrer la complexité et l'élégance de la construction. J'ai omis quelques pièces intermédiaires et les raidissements contre la torsion pour plus de clarté. Ceci est une photo historique de la construction.
Cela montre bien l'endroit où l'ancienne charpente du toit a été enlevée. Voici enfin la tour terminée peu de temps après achèvement, avec coque en cuivre en même temps que le reliquaire en guise de conclusion. Entrons à l'intérieur de la flèche. Voici un coup d'œil au poinçon central. Il y avait très peu de place dans la construction pour un escalier. Un escalier tournant étroit se trouvait dans le deuxième segment UTM de la tour, compté par la direction cœur en sens inverse des aiguilles d'une montre. L'escalier mène au bas de 2 plateformes de tour que l'on peut voir à travers la structure en bois légèrement éclairée. Les poutres en bois en pente forment une intéressante double pyramide au milieu de la plateforme, visible sur la photo à droite ci-dessous. Sur la petite plateforme supérieure, nous sommes arrivés avec une échelle à travers de nublots ronds avec une couverte métallique, comme le montre cet extrait intéressant d'une vidéo produite de manière douteuse. Ici encore le modèle pour bien comprendre les pyramides doubles au milieu de 2 plateformes. Sur la plateforme supérieure, juste en dessous du remplage, pendaient les 3 cloches de l'horloge de Notre-Dame. À la flèche, il est particulièrement évident que toutes les parties exposées ont été recouvertes de plomb. Ce travail, qui demande beaucoup d'habileté, a été réalisé par une société appelée Gaget, Gauthier et compagnie à Paris, qui annonce son travail ici avec le flèche. Bien connue était cette société un peu plus tard avec une autre œuvre, la création de la Statue de la Liberté à New York. À la flèche, il aurait fallu installer 250 tonnes de plomb, mais les informations à ce sujet divergent. Peut-être que les ingrédients restants de cette époque ont été inclus dans la décoration du toit. Voici une chimère dans la tradition de défense de démons païennes, comme c'était assez courant dans les églises du Moyen-Âge, semblable aux nombreuses gargouilles. À l'extrémité est du faîtage, au-dessus de l'abside, se trouvait cette magnifique croix ornée de riches ornements. De la flèche, les contreforts descendent dans les noues en les séparant en 2 gorges avec une crête entre les 2. Cette raide pratique pour le drainage de l'eau en toute sécurité car elle évitait un dégât charpente directement au-dessus des éléments principaux de la structure du toit. Mais en même temps, c'était la conséquence de la construction elle-même formée par les poutres qui renforçaient la tour. Sur ces poutres se trouvaient des piliers en bas sur lesquels se trouvaient 12 figures d'apôtres et 4 créatures fabuleuses en cuivre. Seule la partie supérieure des personnages du côté sud-est semblait un peu étrange. Elle était la seule à regarder vers la tour. Ces figures de saint Thomas représentaient également le constructeur de la tour, Viollet-le-Duc. Une règle dans sa main se référait symboliquement à sa contribution à l'œuvre complète. Encore une fois, revenons à la flèche elle-même, cette fois sans base constructive. Au départ, 2 poutres triples en chaîne traversaient la croisée de transept. Dans cette croix était incorporé un carré de barres soutenu par 16 poutres aux 4 coins de la croisée de transept à niveau dans les ceux de la voûte. Cette image montre les poutres triples au coin nord-est. Une année 1863 est visible sur la photo à gauche. Intéressant également le raccord de poutres dans la position de poutre supérieure. Il était simplement impossible d'obtenir le matériel de construction en chaîne dans la longueur nécessaire de 20 mètres. La photo suivante montre la situation au coin nord-ouest à titre de comparaison. Cette fois, le raccord de poutre se trouve en position médiane. À gauche, vous pouvez voir l'important réaliseur, ici intégré dans la poutre triple qui a traversé les dormants de voûte jusqu'à la plateforme de la tour inférieure. Cette image du coin sud-est montre encore mieux l'interaction des jambes de force sous la poutre triple. On voit également que l'arc formerait de la voûte de la nef centrale est doublé au croisement par une couche supplémentaire de pierre. Voici le contrepoint de la vidéo, ainsi qu'une vue globale du centre transept à l'est, au nord et à l'ouest. Regardons de nouveau au poinçon central de la flèche. Là-bas, il avait une tablette portant l'année romaine 1859. Ci-dessous, le nom Viollet-le-Duc comme l'architecte ainsi que de la charpenterie Bellu. La charpente a été conçue par le charpentier Henri de Georges. Voici donc les mêmes personnes qui venaient de construire la flèche de la cathédrale d'Orléans. Ci-dessous, il était un symbole des compagnons, la guilde de charpentiers.
Un étage situé au-dessus des leviers de renvoi pour tirer câbles frappe les cloches, la flèche et un poids. L'indication d'une horloge mécanique dans la ferme du toit. Elle était dans une boîte vitrée impassable située dans le transept sud, près de la croisée du transept. Elle était reliée par une timonerie à 4 cadrans à lucarne sur les transepts, ici la lucarne sud-est. Le mouvement d'horlogerie suffirait à lui seul pour tourner un film. Il a été fabriqué en 1864 par la société Collin, anciennement Wagner, dans la rue Montmartre. Elle a été élevée pour une durée une fois par jour avec 254 tours de manivelle à la main. Les bâtons servant à propulser les mains étaient protégés dans les longues boîtes en bois recouvertes de tôle sur un côté. Ces boîtes en bois traversaient tout le toit du transept jusqu'aux 4 cadrans. Outre le toit en saillie, Notre-Dame contient également d'autres menuiseries, les beffrois ouest. Celles-ci ont été construites en 1850 d'une seule pièce, depuis le niveau de la ligne d'égout de la nef jusque sous les toits de la pyramide. Légèrement dégressives, elles ressemblent à des tours séparées et elles ont tout autour une protection contre les intempéries avec des labassons. Voici un vue de la partie inférieure de la construction de la tour sud. Remarquable est la répartition de la charge aux 4 coins de la tour. Plus haute, à l'étage supérieur du beffroi avec les grandes fenêtres sonores, se trouvent les cloches, le grand des manuels historiques et 9 autres de l'année 2012. Au printemps 2019, un grand échafaudage en acier a été érigé autour de la croisée de transept pour restaurer ce secteur. L'échafaudage reposait sur 4 tours d'échafaudage qui avaient été menés depuis les angles entre le transept principal et le transept, mais pas sur le toit. Déjà en 2018 et en janvier-février 2019, la charpente du toit avait été traitée de manière intensive contre les infections fongiques avec des protecteurs du bois. Au cours de la construction de l'échafaudage externe, du matériel d'échafaudage a également été largement installé dans la charpente du toit. Remarquable est que tous les travailleurs portaient des vêtements de protection et des masques respiratoires, probablement à cause des protecteurs du bois. L'accès à la charpente du toit par les travaux s'est apparemment toujours déroulé depuis la tour d'escalier du transept sud. Des niveaux de travail à différentes hauteurs ont été intégrés avec des longues traverses en aluminium. Une électrification temporaire avec un distributeur a également eu lieu au pied de la flèche. La charpente du toit a déjà été utilisée pour des raisons de sécurité incendie sans installation électrique. Les passerelles historiques étaient recouvertes d'une feuille de plastique et maintenues latéralement par des filets en plastique pour empêcher les matériaux et les outils de tomber. Dans cet état, la charpente du toit était sur le 14 avril 2019 quand le grand incendie de toit a éclaté. Une première alarme de détecteur de fumée à 18h20 a été classée comme une fausse alarme car aucun incendie n'a été constaté. Ce n'est qu'à la deuxième alarme, à 18h43, que l'incendie a été découvert dans la charpente du toit, mais il s'est manifestement déjà étendu très loin dans la croisée du transept. Les gouttières de la flèche ont été les premières sources de fumée visibles de l'extérieur. Les premières flammes visibles se sont allumées quelques minutes plus tard. Le toit en plomb à tir des gouttières a maintenant fondu au pied de flèche. Avec un peu plus d'intensité du côté sud-ouest, dans la mesure où cela peut être jugé. La charpente du toit dans la croisée de transept était apparemment déjà complètement en feu. L'incendie, qui a probablement eu lieu autour de l'horloge, avait probablement au départ une dynamique beaucoup moins étendue. Il n'est pas du tout facile d'imaginer la transition d'un petit feu de chenaise à la pleine flamme d'une charpente du toit en chêne ignifuge. Mais à partir du moment où les premières flammes tirent, il est tout à fait compréhensible que la dynamique du feu se poursuive. Une ventilation de la charpente du toit d'en bas a été donnée à travers les nombreux orifices de ventilation situés au-dessus des chapiteaux de la voûte. Une fois que le plomb a fondu et que le revêtement de toit a brûlé, la croisée de transept a fonctionné comme une cheminée, de sorte qu'un feu très chaud puisse se développer juste en dessous la flèche de bois la plus élevée. À partir de là, les flammes allumées par l'effet de cheminée s'allument aux flèches à une vitesse étonnante. En même temps, des vapeurs chaudes se répandent sous les faîtages du toit pendant la traversée. Au début, le feu s'est infiltré vers l'est sur la crête médiévale du chœur.
La densité des composants en bois dans le transept était inférieure immédiatement sous les crêtes, de sorte que leur ferme de toit ne s'illuminait pas autant de bois près de la crête. Au contraire, le coffrage de toit entier a pris feu sur toute la zone en raison de la chaleur croissante de l'intérieur. Ici, vous pouvez voir la lucarne de l'horloge sud-ouest. L'horloge s'est arrêtée vers 18h30, soit l'heure réelle, 10 minutes après la première et 13 minutes avant la deuxième alarme incendie. Cela aussi pourrait être une source de feu près d'horloge. Les toits du transept du XIXe siècle ont brûlé relativement rapide de manière uniforme. Manquant dans la vidéo, des rosettes de pignons, le verre est tombé et des flammes brûlées par les ouvertures. La forte impulse de l'incendie est également indiquée par le fait que le léger vent de 3 mètres par seconde de ouest-sud-ouest n'a pas eu d'incidence importante sur la direction prise par l'incendie. Le toit du chœur avait même brûlé jusqu'à l'abside contre le vent, alors qu'environ la moitié du toit de la nef était encore debout. De la corde, le demi-cône au-dessus de l'abside est tombé en dernier. Tandis que dans le toit droit, les chevrons basculaient souvent individuellement, plus rarement par groupe. La structure massive au-dessus de l'abside est tombée comme une structure encore largement cohérente nord-ouest sur les voûtes. Lorsque cette partie s'est renversée, on a observé des flammes blanc-jaune avec de la fumée blanche, probablement causée par l'oxyde de plomb du toit. La croix sur la crête du toit ne bascule pas dans l'axe du bâtiment, mais frappe au nord sur la maçonnerie où elle reste collée. Un peu plus tard, vers 19h56, la tour de passage a basculé vers le nord-ouest et s'est effondrée à quelques pieds au-dessus de la plateforme supérieure. Cette partie de la tour est tombée dans la nef principale. La partie inférieure de la tour, en revanche, a plongé plus au sud, approximativement en direction de la diagonale de la croisée du transept. Il s'est coincé dans l'échafaudage, qu'il a heureusement heurté dans un endroit relativement stable et n'a pas endommagé la maçonnerie. Par contre, pas la partie supérieure. En effet, le trait était tombé heureusement sur le mur au nord de la maison longue, ce qui a quelque peu atténué l'impact sous la voûte. Et en passant, cela a sauvé le coq de cuivre qui s'est détaché et tombé sur le toit latéral. Mais cette partie de la tour a heurté les voûtes de la nef principale. L'impact sur la voûte s'est produit dans la zone de l'avant-dernier arc zygomatique, avant la traversée du côté nord de ceci, ainsi que sur la casquette voûtée adjacente ouest, où un trou d'environ 10 mètres à 10 mètres a été créé. La collision sur l'arc zygomatique doit avoir assommé plusieurs pierres immédiatement, provoquant l'effondrement de l'arc entier. En conséquence, les deux plafonds de voûte se sont presque complètement effondrés. La partie supérieure de la flèche est tombée dans la nef avec environ 100 tonnes de pierre. Là-bas, le bois a brûlé en premier, mais pourrait être nettoyé rapidement par le corps de pompiers. Un robot particulier a été utilisé car il était prévisible avec l'effondrement de plusieurs champs de stockage. Les images les plus dramatiques de l'incendie montrent peut-être comment on peut voir le feu dans la croisée de transept à travers le trou de la voûte, alors que la voûte ronde s'ouvrant au milieu de l'étau fait tomber plusieurs reprises des braises sur l'autel. Un très petit trou supplémentaire est déjà visible dans la voûte de transept. Peut-être a-t-il été frappé par l'impact longitudinal d'une poutre, d'un bois d'horloge ou d'une cloche. Les matériaux en combustion dans la nef étaient entrecoupés de matériaux d'échafaudage provenant du toit, mais non de l'échafaudage extérieur qui se dressait. Le fait que les planchers d'échafaudage en aluminium soient reconnaissables ici est probablement une exception, car la plupart des éléments en aluminium sont probablement déjà fondus. Après l'incendie de la toiture principale du navire jusqu'au pignon ouest, une nouvelle situation s'est développée pour les pompiers. Alors que l'incendie précédent se propageait sans arrêt, il était maintenant nécessaire et en même temps d'empêcher au moins qu'il ne se propage au clocher des tours. Cela a réussi même si ce n'est que partiellement. Le clocher de la tour nord s'est allumé à 21h dans la zone inférieure, exactement dans la direction du vent de la nef principale. Mais les pompiers ont pu éteindre le feu avant qu'il ne se propage à l'ensemble de la charpente. À partir de 22h, on a observé un ralentissement de la chaleur du feu sur les voûtes. À cette époque, les tubes d'acier des nacelles élévatrices visaient le feu de tous les côtés. Il était clair qu'ils devaient une course contre la montre si les voûtes ne devaient pas être cuites ni s'effondrer. Cela aurait mis en péril la stabilité de l'ensemble de la structure, car les murs proches de la claire-voie risquaient de basculer, en particulier dans le cas de voûtes asymétriques. Un effet dominant aurait été possible.
Ce n'est que vers 23 heures que l'incendie était sous contrôle, que le bâtiment ne serait plus extrêmement dangereux. Les dommages au coffre-fort ont déjà eu lieu, cependant, ont fait craindre que certaines zones cèdent et se fondent plus tard. Une drone tirée à 22 heures montre la répartition très uniforme de l'incendie. Le trou dans la voûte de la nef et les restes du toit sont semblables à des taches noires, comme celles de la voûte du chœur de l'église de l'abside. Un incendie supplémentaire a probablement été provoqué par la chute de pièces dans l'angle entre le transept sud et le chœur sur les nefs latérales. Heureusement, elles ont une construction différente avec des plaques en pierre. Les attaques contre l'incendie ont également été menées à travers les portes du pignon ouest de la nef. La vue de la tour sud révèle à quel point elle brûle encore fort dans la zone de la croisée de transept, même si le feu a commencé là. Mais bien sûr, il y avait aussi la plus grande charge de feu. Il est donc compréhensible que pendant la nuit, la voûte de transept n'ait pas pu rester debout et se soit effondrée, probablement à cause de la défaillance des joints de mortier au sommet où les côtes entouraient l'ouverture ronde déjà mentionnée. Le matin, l'étendue des dégâts était évidente à la lumière. Toute la voûte de transept est manquante, les pierres de nervure sont dans la zone de débris de feu. L'autel moderne représentant les évangélistes est étonnamment peu entaillé. À travers le trou dans la voûte, vous pouvez voir les restes des poutres triples qui jadis dominent toujours des coins de croisée du transept opposés au centre. Un autre trou dans la voûte a été créé dans le champ le plus au nord du transept nord. Il est peu clair pourquoi la voûte a cédé la place à ce point périphérique. Toutefois, des fissures d'affaissement en faveur de cette fissure ou une poutre de toit heurtant accidentellement sur un angle défavorable peuvent avoir cause des prédétériorations. Cela peut également être considéré comme une raison pour un autre petit trou voûté dans le corps. Voici une vue de l'ancien accès au grenier du transept sud. La vue est exactement la même que celle montrée dans la première section du film. Au premier plan, des restes du plan du toit, intacts à gauche et fondus à droite. Quelques questions ne peuvent pas encore être clarifiées avec ces images et il faudra seulement y répondre avec le nettoyage. Où est tout le plan du toit? Est-ce qu'il y a des tonnes de morceaux dans la voûte? Où sont les cloches de flèche? Y a-t-il des restes de l'horloge? Pourquoi un petit toit n'a-t-il pas brûlé en entrant dans le transept sud? En résumé, on peut dire: l'incendie a détruit une partie importante et historique de Notre-Dame de Paris avec le toit et a causé des dommages considérables à la maçonnerie. L'église est juste et avec beaucoup de chance échappée à un désastre encore plus grave, qui aurait pu entraîner un effondrement partiel ou complet en cas d'incendie prolongé et de chute défavorable de flèches. La détermination de la France à réparer la structure ne doit pas occulter le fait qu'avec l'incendie a perdu quelque chose d'irréversible. Il est à espérer que la reconstruction du toit dans le sens de la préservation du monument sera considérée comme une réparation de la totalité qui ne sera pas sensiblement modifiée par la réparation. Cela signifie que s'il n'est pas nécessaire de reconstruire la structure du toit exactement telle qu'elle était dans tous ses détails, elle devrait toutefois être conforme à la forme et à la fonction d'origine, y compris la flèche. Les statues autour de flèches prises une semaine avant l'incendie ainsi préservées soulignent ceci. Où devrait regarder violer le duc, sinon sa tour?